Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous retrouvons Rémi Tel. Bonjour Rémi Tel. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous en studio, fondateur du collectif Peuple Libre, auteur de ces différents livres, Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées et La chute de Prométhée, tous aux éditions Perspectives Libres. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler d'Elon Musk ? Oui, d'Elon Musk et du transhumanisme. Parce qu'Elon Musk, vous le savez Clémence, sature l'actualité et pour cause. L'histoire dira que nos démocraties agonisantes échappèrent de peu à la tombe grâce à l'intervention du milliardaire sud-africain. Mais elle pourrait également retenir qu'il fut le premier à nous placer sur la pente glissante du transhumanisme. Depuis de longues années, en effet, l'ingénieur fantasque mûrit son projet d'interface homme-machine. Les fruits de ce travail discret s'apprêtent à être cueillis puisque sa puce, Neuralink, sera expérimentée sur l'homme dès le printemps prochain. La phase test chez l'animal a donné satisfaction, comme en témoignent les exploits de Pager, un macaque implanté contrôlant sa console de jeux vidéo par la seule force de l'esprit. Chacun pourra retrouver en ligne cette démonstration saisissante. Pont entre le cerveau et l'objet, les neuroprothèses imaginées par Elon Musk répondront a priori à des usages médicaux comme à des fins récréatives. Oui. On promet de rendre la vue aux aveugles, de désencombrer votre quotidien du souci des clés oubliées et même d'augmenter les capacités intellectuelles des plus sots. Sous peu, quelques volontaires inaugureront donc une rupture irréversible, celle de femmes et d'hommes cyborgs, le terme est employé par Elon Musk lui-même, doté de caractéristiques absentes de notre génome. À mon sens, c'est un problème à 3 titres. Politiquement d'abord, vu que cette transformation anthropologique se passe de débat. Les concentrations de capital permises par l'économie numérique laissent aujourd'hui à ces acteurs le loisir d'imposer des changements hors de tout cadre démocratique. Elon Musk n'est pas le seul, d'ailleurs, à naviguer sous le radar de la délibération populaire. Pendant que nous nous abreuvons de polémiques stériles, des initiatives telles que la Californian Life Company et son ambition, sous la houlette d'Alphabet, de tuer la mort, ou Ectolife, future usine à bébés, imaginée par le biotechnologue H.M. El Ghali, font leur chemin. La révolution transhumaniste ne manquera également pas d'entraîner des inégalités nouvelles entre les citoyens. Ce qui se dessine s'apparente ainsi à un monde clivé, réunissant d'un côté des êtres de chair et d'os, et des individus post-humains de l'autre. Jamais depuis la coexistence sur Terre de Néandertal et de Cro-Magnon, nous n'aurons connu pareille séparation au sein de notre espèce. Neuralink consacrera-t-il le temps des dieux et des inutiles, évoqué par Laurent Alexandre, ou, pour prendre une référence plus ancienne, le retour de la dialectique du maître et de l'esclave, chère à Hegel. Des capacités différentes seront nécessairement assorties de rapports de force nouveaux, voire peut-être de droits eux-mêmes singularisés. Enfin, se pose la question de la liberté. Si nos pensées peuvent commander la machine, comment ne pas supposer que très tôt, la machine commandera en retour nos pensées, a fortiori si elle est couplée à l'intelligence artificielle. Alors au vu de ces implications dystopiques, il est légitime d'interroger le motif de ce saut bioconceptuel. Permettez-moi d'émettre, en guise de réponse, 2 hypothèses humbles. Premièrement, je postule que le transhumanisme est l'enfant naturel du capitalisme prométhéen. Ayant saturé la plupart des marchés, le voilà en conquête de nouveaux territoires, et les corps et l'espace constituent 2 cibles choisies, restant à ce jour presque vierges d'épopées entrepreneuriales. Il n'est évidemment pas fortuit que M. Musk soit investi simultanément dans ces 2 domaines. Par ailleurs, une brève socio-psychologie des patrons de la tech éclaire leur prisme. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, tous ont bâti des empires dont 10 vies ne permettraient pas encore de profiter, et ce décalage achève de transformer le vertige en angoisse, sans doute. Que faire quand on peut tout avoir excepté le temps ? À défaut de l'acheter, enjambons-le, doivent-ils secrètement rêver. Le transhumanisme n'est rien d'autre que cette tentative d'échapper au destin commun avec son lot d'impuissance et de fleurs fanées.
Ces personnalités partagent aussi, admettons-le d'évidence, sans l'avoir prouvé, un même handicap social. Celui-ci façonna vraisemblablement leur génie, poussant l'un à une adolescence recluse dans un garage, l'autre à inventer une plateforme notant les étudiantes qu'il n'osait pas aborder. D'où l'émergence d'une compréhension différente de notre sujet. Dans la société de l'hybridation homme-machine, il y a le contrôle, oui Clémence, mais il y a aussi la volonté d'accéder à l'autre par un biais détourné. Et l'espoir peut-être de circonscrire, grâce au jeu des équations, son imprévisibilité consubstantielle. Mais le syndrome pseudo-autistique de quelques potentats doit-il néanmoins bouleverser l'existence de tous ? Je leur refuse une telle prise en otage de nos jours. Bien sûr, ils feront passer leurs problèmes pour des solutions, invoquant les progrès attendus contre la maladie ou les inégalités naturelles. Je crois que si nous nous laissions tenter, le mal serait plus grand que ces quelques apports indéniables que nous avons évoqués. L'homme ne peut en effet revêtir d'autres costumes que le sien. Alors, on me reprochera encore d'appeler à un mouvement de réaction. En somme, d'être à nouveau anti quelque chose. C'est vrai, et je dois dire que cela me désespère. Mais il en va ainsi de l'ère où la marche technique oriente toute l'organisation collective. Nous retiendrons, jusqu'à l'épuisement peut-être, la civilisation dans sa chute. Il ne s'agit pas d'une technophobie de principe, qui n'aurait guère plus de sens que la technophilie béate, d'ailleurs, mais du constat, documenté par le passé, de ce que, face à un champ ambivalent de possibles, l'Occident ne sait plus rester sage. Peut-être devrions-nous nous résoudre, attentifs à la loi de Denis Gabor, selon laquelle tout ce qui est techniquement faisable sera un jour réalisé. Si la machine nous écrase, on ne pourra pas au moins dire que sous ses assauts, tous les hommes demeurèrent mutiques. Eh bien, merci beaucoup Rémy-Tel d'avoir pointé du doigt, en effet, ce deuxième volet, cette deuxième casquette d'Elon Musk, que notre sphère, on va dire, notre auditorat, a tendance à oublier en ce moment, puisqu'il est devenu le nouveau héros, finalement, on va le dire, oui, d'une certaine droite, qui l'a présenté comme le héros de la liberté d'expression. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, Rémy, c'est que vous êtes finalement presque, vous portez un petit peu le même discours que les médias de grand chemin, notamment Ariane Chemin, par exemple, Raphaël Baquet, qui, eux, disent « Attention, Elon Musk est dangereux », seulement vous ne le dites pas pour la même raison. Elle le dit parce qu'elle trouve que Elon Musk est dangereux pour la liberté d'expression, c'est le deuxième volet, et vous pour Neuralink et tous ces projets. Alors concernant la liberté d'expression, c'est une question que je souhaitais également vous poser, Rémy-Tel, puisque on l'a vu récemment, Elon Musk, donc qui a réhabilité des comptes, dont celui de Donald Trump, donc sur Twitter évidemment, qui a réhabilité de nombreux comptes qui avaient été suspendus, appliquant d'ailleurs des caractéristiques qu'on ne comprend pas bien, mais en tout cas on comprend que ça n'allait pas dans le sens du progrès social-démocrate. Donc tous ces comptes ont été réhabilités. Sauf que dernièrement, 8 comptes de journalistes américains, donc du New York Times, du Washington Post, de CNN, ont été fermés, et Raphaël Baquet, elle, a souligné dans un tweet hier, vendredi, juste avant le week-end, et bien voilà, Elon Musk jure partout qu'il est le héros de la liberté d'expression, et sa dernière décision, c'est la suspension de ces 8 comptes. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui ? Cet homme est-il vraiment défenseur de la liberté d'expression, ou faut-il vraiment s'en méfier aussi sur ce volet-là, Rémy-Tel ? Alors, je vous ferai une réponse en deux parties. Je pense que sur le cas d'espèce, il s'agit d'un faux procès, puisque ce qui était reproché aux journalistes en question, c'était de partager la localisation en temps direct d'Elon Musk, ce qui en France constitue un délit d'ailleurs, c'est l'article 226.1 du Code pénal, et puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de partager en direct la localisation de quelqu'un, puisqu'évidemment ça peut poser des problèmes en termes de sécurité. C'est ce qui a été fait à l'encontre d'Elon Musk. Il s'est plaint d'ailleurs d'un harcèlement subi dans la rue par des gens qui avaient accès à cette localisation. Alors apparemment c'est autorisé de préciser la localisation du jet, parce que c'était le jet privé en fait. Alors, il y avait la voiture aussi visiblement, il y a des adresses qui auraient été communiquées. Ça va plus loin que seulement la le droit américain. Du vol. En tout cas, je sais qu'en France, ce serait proscrit, et pour des raisons évidentes, et aucun journaliste d'ailleurs ne souhaiterait que sa localisation soit communiquée en direct. Donc ça, c'est la première chose.
Il n'empêche, c'est vrai qu'on observe depuis sa prise de contrôle de Twitter une gestion un petit peu erratique de sa part, avec des changements réguliers de conditions d'utilisation, etc. Et là, on voit bien comment le pouvoir économique donne un pouvoir sur le fonctionnement de la démocratie, puisqu'aujourd'hui, Twitter, qu'on le veuille ou non, n'est pas simplement une entreprise privée, mais bien une plateforme de dialogue démocratique. Alors, ça ne l'était plus, ça l'est redevenu depuis son retour, mais il faudrait que ça le reste. Et peut-être avec de nouvelles règles également. Alors, à préciser que ces comptes supprimés des journalistes, d'ailleurs, il avait annoncé dès le début, n'ont été suspendus, en fait, que pour je crois que c'était une vingtaine de jours, 8 jours, une dizaine de jours, une petite semaine, quoi. Bon, en tout cas, voilà, les comptes sont réhabilités et ça ne nous empêchera pas de nous poser des questions sur Elon Musk. Bien sûr. Certes, héros d'un jour, mais peut-être, il faut se méfier sur... Et on a tous nos ambivalences, et je pense qu'on ne peut que lui reconnaître le mérite d'avoir racheté cette plateforme pour rendre l'expression libre, l'expression qui avait été entravée par la censure depuis quelques années. Il n'empêche, derrière cette initiative-là, il y en a d'autres et qui pourraient, elles, porter à conséquence des conséquences négatives pour nos vies. Et donc, je pense qu'on doit aussi, nous, apprendre à rester méfiant et à ne pas considérer qu'il y a le blanc, le noir, les gentils, les méchants, parce que ça pourrait nous conduire à ne pas avoir des problèmes qui se posent. Exactement. Que les journalistes que nous critiquons d'ailleurs. Ouais. Merci beaucoup, Rémi Tel. Merci à vous, Clémence. Je rappelle que vous êtes fondateur du collectif Peuple Libre, auteur de Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées et La chute de Prométhée aux éditions Perspectives Libres. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.